Avons-nous une opportunité d'investissement sur Coloplast? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Donc, on va essayer de répondre à cette question-là en se basant sur les états financiers de la compagnie, mais également ici en posant des questions à l'intelligence artificielle, histoire de savoir est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Pour ce, je me base à peu près sur ce prompt-ci, parmi tant d'autres. Tous les prompts sont en description de la vidéo, je vous laisse aller voir ça. Donc, ce prompt-ci me donne à peu près ce type de réponse. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que c'est un modèle basé sur la consommation quotidienne, produits jetables, essentiels pour les patients chroniques. Ensuite, on a une position de leader quasi monopolistique sur certains segments de niche avec des barrières à l'entrée réglementaire et techniques élevées. Et donc, quand on regarde à peu près qu'est-ce que l'entreprise fait de manière générale, Coloplast développe et fournit des produits et services médicaux spécialisés pour les soins d'ostomie. Je vous laisse aller voir c'est quoi l'ostomie. OK. De continence. Donc, les soins d'ostomie, de continence, les soins d'urologie, et, les soins urologiques et le traitement des plaies destinées à des patients souffrant de maladies chroniques intimes. Est-ce que nous avons ici un pricing power? Il est à peu près, disons, moyen. Donc, les marges opérationnelles restent aux alentours de 27-28% par là. Donc, il mentionne ici comme preuve price increase and mix improvement offset raw material inflation. Ça veut dire que toutefois, on peut augmenter les prix au-delà de l'augmentation ici du prix des matières premières. OK? Attention. Donc, toutefois, le secteur est limité par le plafond de remboursement des systèmes de santé nationaux. Ce qui veut dire ici que Coloplast, par exemple, si elle va dans des territoires comme l'Asie, et en parlant d'Asie ici, on parle surtout de la Chine. Donc, ça va surtout se situer aussi au niveau du reste du monde, ou bien si elle est au niveau de l'Europe ici, on sait que les systèmes de santé sont généralement gérés par l'État. Et si c'est géré par l'État, généralement, c'est l'État qui est l'assureur. Et si l'État est l'assureur, il a un pouvoir de négociation énorme. En Amérique du Nord, c'est peut-être un tout petit peu différent. Est-ce que nous avons des perspectives? C'est la raison pour laquelle on peut avoir une pression au niveau des prix. Parce que dites-vous ici que une fois que vous commencez à utiliser des produits de Coloplast, c'est presque à vie. Et c'est très difficile de changer pour une autre marque. Je ne dis pas qu'elle est la seule sur le marché. Ensuite, vous avez les marchés, le potentiel de croissance ici, par rapport ici au vieillissement de la population, etc. C'est une thématique qui va généralement revenir dans ce segment-là. Vous savez qu'on a commencé à faire ici la mise à jour de toutes les entreprises qui sont dans notre watch ici dans le secteur de la santé. Parce que ceci marque également le coup pour ceux qui vont avoir tendance à lire les analyses sectorielles ici qui sont uniquement disponibles pour les abonnés du service Top Premium Infinity. OK? Donc, quand vous allez lire les notes d'analyse sectorielles, vous savez à peu près que, OK, si je cherche information et technologie, Thierry a dit ceci, je prends un exemple d'entreprise qu'il a tantôt eu tendance à évaluer dernièrement. Mais vous également, pour ceux qui ne sont pas encore dans le Top Premium, etc., vous pouvez quand même avoir accès à ces prompts-ci qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, dites-vous ici que le vieillissement de la population, c'est une thématique qui sera de plus en plus récurrente dans le segment ici de la santé. OK? Donc, au vu de tout ceci, bien évidemment, il y a toujours des risques, etc., pression au niveau des remboursements, etc. Donc, au vu de tout ceci, c'est une entreprise intéressante du point de vue fondamental. Maintenant, du point de vue quantitatif, est-ce que c'est le cas? Pour ça, je fais simple. OK? On va ceci. Avant de terminer, avant d'y arriver, il faut que je mentionne ceci. Est-ce que l'entreprise a un avantage concurrentiel? Et la réponse est ici, le coût de changement est énorme. Une fois qu'un patient est formé à utiliser un dispositif d'ostomie spécifique qui n'irrite pas sa peau, le risque et l'inconfort liés au changement de marque sont prohibitifs. Donc, Coloplast détient à peu près 40% de part de marché mondial en ostomie. Elle ne fait pas que dans ce domaine-là. Mais c'est assez intéressant. Maintenant, quand on va au niveau de l'évaluation, une fois qu'on sait que le business paraît intéressant, on n'est pas surpris de voir ce genre de chiffres. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Marge brute. Premier niveau de pricing power, stabilité des marges brutes. C'est ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une stabilité des marges brutes. D'accord? Parce que si on va juste sur les 10 dernières années, vous avez que non, les marges brutes diminuent. Non. Entre 68 et à peu près 66%. Il n'y a pas une grosse différence, surtout quand on revient à peu près au niveau de la moyenne. Donc, pour moi, c'est une stabilité. OK? Ensuite, marge EBITDA. Qu'est-ce qu'on a? C'est bien d'avoir des marges brutes stables. Premier niveau de pricing power, ce sont les marges brutes qui sont stables. Ensuite, quand on regarde les marges EBITDA, on a une pression au niveau des marges EBITDA. Ça signifie quoi? Ça veut dire ici qu'il y a un problème au niveau des dépenses opérationnelles. Et quand je dis problème, soit c'est la recherche et le développement qui a augmenté, comme je l'ai dit ici, R&D, par rapport aux revenus. Qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas le cas. Donc, la réponse ne va pas se trouver au niveau de la recherche et le développement. Ou c'est la dépréciation amortissement qui a augmenté, ou bien ce sont les salaires qui ont augmenté. C'est la raison pour laquelle on va se retrouver avec un EBITDA en sous-pression. Ce qui veut dire que même si cette compagnie paraît intéressante, je veux savoir pourquoi est-ce que l'EBITDA est sous pression depuis
2021. Est-ce qu'il y a également une campagne marketing, je ne sais pas quoi, mais il y a un problème à aller vérifier. OK? Est-ce que le problème est temporaire ou durable? C'est peut-être la raison pour laquelle on a ceci comme price action. Et vous voyez que ça commence au même moment. OK? So, on continue. On regarde à peu près le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il a plutôt augmenté. Alors, maintenant, revenons ici. On a une baisse des marges EBITDA, surtout une accélération ici, et on a une augmentation du nombre d'actions. L'augmentation du nombre d'actions arrive ici, et vous constatez qu'on a fait une acquisition quelque part à ce niveau et une deuxième à ce niveau. Donc, on a deux acquisitions coup sur coup, avec une augmentation du nombre d'actions, une baisse des marges brutes, des marges EBITDA. Ça veut dire ici que l'impact est lié à des problèmes, pas des problèmes, mais c'est au niveau des dépenses opérationnelles. Ça peut être des dépenses ponctuelles, parce que quand on fait une acquisition, on va virer certaines personnes, donc on va avoir tendance à prendre des charges temporaires ici, parce qu'on va vous virer avec des indemnités, etc. Voilà, je ne dis pas vous, hein, mais on va avoir tendance à restructurer le business ici. Je ne dis pas que le business principal est à restructurer, mais on va avoir tendance à éliminer les doublons. C'est pour ça qu'au niveau des dépenses opérationnelles, on pourrait avoir un spike temporaire. Et donc, vous voyez que même avec les chiffres, on peut déjà tirer des conclusions de manière générale. Et quand on colle avec le revenu, quand on regarde à peu près au niveau de la croissance des revenus, on a une accélération ici. Donc, on a clairement une acquisition. Vous voyez, les amis, c'est important d'interpréter les chiffres. Ensuite, on sait à peu près que les marges en question sont sous pression pour quelques raisons qu'on a tantôt définies. Ensuite, on va regarder les free cash flow et les net income si les deux vont dans le même sens. Net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Même graphique, net income et free cash flow vont dans le même sens. Donc, net income représente généralement la rentabilité de ce business-ci. En termes de margin, vous voyez que les net income sont également sous pression. Si l'EBITDA est sous pression, le net income sera sous pression. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est temporaire ou durable? OK? Si c'est temporaire, on reviendra ici. Donc, lire les conférences calls, écouter les conférences calls, regarder à peu près qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois ici. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas le temps, vous pouvez utiliser ce prompt-ci pour les conférences calls, etc. Donc, vous avez une multitude de prompts ici, surtout les analyses sectorielles. Enfin, pas les analyses sectorielles, mais pour mieux comprendre comment est-ce qu'un secteur fonctionne, vous avez tout ceci. OK? Donc, si je reviens ici, pour moi, Coloplast, au vu de tous ces éléments-là, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? La réponse est déjà oui. Ça ne me dérange pas d'avoir une pression ici parce que derrière ça, surtout si les marges brutes sont stables. Parce que si les marges brutes étaient en décroissance, ça allait peut-être me déranger. OK? Donc, si on fait la double vérification et qu'on se rend compte que c'est temporaire, elle mérite encore plus une place dans notre watchlist. OK? So, ici, du point de vue price, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre d'entreprise? Équipement, vous savez que c'est au moins 20 fois les bénéfices. OK? Au moins une vingtaine de fois les bénéfices. Parce qu'on a très souvent un switching cost. Donc, ici, c'est un business qui cotait... le marché a généralement payé 25 fois les bénéfices ici. Là, on se retrouve à côté à 21 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'il y ait une croissance et qu'on revienne à des niveaux de marge assez intéressants. Non seulement, marge intéressante, mais également des volumes de plus en plus croissants. Et donc, si on prend Coloplast ici, est-ce que je paye 25 fois les bénéfices pour cette compagnie? Grosse question. Pour moi, je vais être optimiste sur cette compagnie parce que le vieillissement de la population est une tendance séculaire. Donc, moi, ça ne va pas me déranger de payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Surtout si on a une croissance au-delà des 7% en moyenne. Mais tenez-vous tranquille, c'est une entreprise qui va se négocier entre 20 et 25. Je pourrais prendre 25 ici, mais ça ne veut pas dire que je vais l'acheter à partir de 780, en dessous de 780. Idéalement, même en dessous de 600. Donc, 25 fois les bénéfices, ça fait 779 couronnes danoises, je pense que c'est en monnaie danoise ici, moins la dette nette, 779, compagnie européenne, donc je pense qu'on va encore mettre une dette nette ici trimestrielle. Voilà, on a 96 ici. Donc, on prend 779, 779 moins 96, ça donne à peu près 783 couronnes danoises. Le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. OK? La dette même, elle peut repayer la dette avec les free cash flow en 3 ans par là, mais elle distribue énormément de dividendes. La majeure partie ici de son cash flow va au niveau des dividendes. Je n'aime pas ça. Parce qu'il ne nous reste pas assez d'argent pour rembourser la dette, racheter les actions.
Parce que je pense qu'au prix actuel, elle devrait plutôt maximiser le rachat d'actions. Parce qu'il ne faut pas que je dise ici qu'elle devrait racheter les actions alors que peut-être qu'elle est en train de le faire. Il faudrait qu'elle maximise le rachat d'actions, même si ça ne se voit pas présentement. Donc, le dividende, c'est bien. Il y a de qui puissent au moins rester à ce niveau. Mais tant qu'on reste à des niveaux de free cash flow, du point de vue volume, identique à ceux qu'on a en date d'aujourd'hui, je pense pas, je préfère ne pas pencher pour une croissance. Je pense plutôt pour une stabilité. Dans le 4%, il est stable. On va le dire comme ça. Et s'il le réduise également, ça ne me dérangerait surtout pas. OK? Et donc, il faut avoir tendance à étudier le positionnement de la dette, même si elle n'est pas très endettée. OK? Donc, comme je l'ai dit, je viens ici. Mon target, c'est 683. Ceux qui ont accès à la watchlist. À la dernière mise à jour, c'était 655. Et là, on met 683. Boum. Et je mets la date d'aujourd'hui. Donc, toutes les informations nécessaires sont en description de la vidéo. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, je me réserve le droit de me tromper royalement. D'accord? Merci, au revoir.